Bienvenue dans le premier épisode du Bingo de Commune. Pour ce premier épisode, je suis trop contente de recevoir Suline, mais avant de vous la présenter, il faut que je vous dise quelques mots sur cette émission et sur Commune. Sur Commune Média, on te donne les clés pour mieux comprendre les sujets qui sont en lien avec la migration, avec l'antiracisme ou avec l'histoire coloniale de la France. Et ça, on le fait à travers des décryptages, par exemple décrypter des nouvelles lois. On débunk les clichés et on partage les voix des personnes concernées. Jusqu'à maintenant, on faisait quasiment que des formats courts sur les réseaux et ça me plaisait beaucoup, mais j'étais super frustrée de recevoir des invités incroyables, d'avoir des grosses discussions avec eux, mais de vous en partager que 3 minutes maximum. Et vous nous avez aussi beaucoup demandé des formats plus longs. Alors on s'est dit qu'on devait créer cette émission. Elle est en vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes d'écoute. Le but de ce podcast, c'est de prendre le temps. À chaque épisode, on discute avec des personnes expertes de sujets jugés compliqués qui sont maltraités, voire pas du tout dans les médias. L'idée, c'est de rendre ces sujets compréhensibles et accessibles pour que tu puisses vraiment saisir les concepts essentiels et aller plus loin si t'en as envie. Les personnes invitées ne partagent pas seulement de la théorie ou des analyses, elles racontent aussi leur parcours, leur expérience et leur histoire. Et pour changer du format classique de l'interview, on a créé un bingo. Le principe est simple, chaque invité a une grille et le but, c'est de remplir cette grille. Et la personne qui remplit sa grille en premier gagne un cadeau. Si c'est moi qui gagne la partie, on vous fait gagner le cadeau. Mais comment remplir une grille? On va tirer des cartes. Sur chaque carte, il y a un numéro et une question. Et la personne qui a le numéro sur la carte met un petit pion sur sa grille. Le cadeau de cet épisode, c'est une enquête qui s'appelle L'extrême droite, nouvelle génération, enquête au cœur de la jeunesse identitaire de Nicolas Massol et Marie-Lou Magal. Le livre parle de cette nouvelle génération de militants de droite et d'extrême droite obsédés par cette identité nationale. Bonjour Suline, ça va? Ça va et toi? Oui, je suis trop contente de faire ce premier épisode avec toi. Bah moi aussi. Ok, est-ce que tu veux la grille Retailleau ou la grille Ciotti? Je vais quand même prendre la grille. En fait, c'est... Tu préfères qui? C'est compliqué. Je pense je vais choisir au hasard. Je te laisse choisir en fait. Là, c'est trop, c'est trop lugubre. Vas-y, bah. C'est trop lugubre. Je prends Retailleau. Allez. Tu les croises ou pas des fois? Oui. Ok. Ouais. Ça fait quoi de les croiser? Ça me fait du mal. Pour présenter l'invité, je demande toujours à un de ses proches pour avoir des réponses plus sincères et authentiques. Du coup, j'ai demandé à une de tes amies. Oui. Et bah, on va voir en fait si tu trouves que c'est vrai. Genre, Okay. est-ce qu'elle te connaît ou pas? On va voir. Donc, Suline, si t'étais une chanson, Oui. tu serais, il suffirait d'un signe. C'est vrai ou pas? Oui. Non mais j'aime trop Jean-Jacques Goldman. Oui. Si tu disparaissais un mois, on te retrouverait à Grigny. Vraiment 91 350. Vraiment 80 350. Ok, Grigny, ça bouge pas. imagine, il y a une espèce de Miss France des villes, genre Miss Ville. Oui. Tu sais, tu dois faire, les Miss France, elles font leur petit discours pour qu'on les choisisse. Oui. Vas-y, fais un discours pour Grigny. Donc pour valoriser Grigny. Admettons que t'es Grigny. Je suis Grigny. T'es Grigny. Ok. Alors Grigny, c'est une ville avec beaucoup de solidarité, une ville avec beaucoup d'entraide. Il y a une multitude de cultures, différents parcours de vie. Et c'est une vraie richesse d'habiter à Grigny, en dépit des critiques qui sont vraiment faites à cette ville. Donc franchement, si je disparais pendant un mois, il faut me retrouver à Grigny. Ça bouge pas. Et t'habites à Grigny, du coup. Et j'habite à Grigny. Ok. Apparemment, t'étais une élève extrêmement studieuse. Ouais. En fait, j'ai toujours trouvé un sentiment de satisfaction à obtenir des réponses à des problématiques. Ok. J'ai toujours beaucoup apprécié l'école, surtout les matières littéraires, donc l'histoire, le français, la littérature, etc. Le versant un peu plus négatif de ça, c'est que j'avais un peu ce sentiment d'avoir besoin de la validation académique. Et quand j'avais des mauvaises notes, je me rédigeais à mes notes. Et donc, ça pouvait avoir pour conséquence de l'angoisse, du stress. Dans ton travail d'enseignante, ce qui te met le plus en colère, ou au contraire, ce qui te pousse le plus à continuer, c'est que tu aimes beaucoup encourager tes élèves et les voir progresser. Tu fais aussi super attention à pas reproduire des comportements toxiques que tu as pu voir ou hyper disciplinaires que tu as pu voir à l'école. D'après elle, c'est la preuve d'une grande force d'esprit. Oh, c'est trop gentil. T'es d'accord avec ça? C'est ça oui. qui te... Oui, je suis d'accord. C'est vrai que pour moi, le métier d'enseignant, c'est... déjà, je ne m'y attendais pas. Honnêtement, si on m'avait dit en première année de droit que j'aurais donné cours, je n'y aurais pas cru du tout, parce que les premières années étaient assez compliquées pour moi. J'étais pas prête à la difficulté des études et j'étais pas prête non plus au monde académique. Conjugué à différents autres facteurs, ça a été difficile de m'intégrer dans un milieu que je connaissais pas. Et voilà, moi, c'est vrai que dans ma manière d'enseigner, je veux pas dire que c'est chill, mais j'essaye en tout cas de vraiment rassurer les étudiants qui se sentent dans un climat assez bienveillant, assez safe, qui n'aient pas peur de poser des questions, de se sentir nul en fait. Ouais, c'est ça. J'essaye aussi de leur faire comprendre que faut pas se réduire à ses notes, qu'il y a toujours la possibilité de s'améliorer. Par exemple, moi, j'ai aucune difficulté à expliquer que quand j'étais en première année, j'avais des mauvaises notes et que
au fil des années, j'ai j'ai compris certains attendus méthodologiques qui m'ont permis d'avoir de meilleures notes. Enfin, je pense qu'il ne faut pas s'inventer une posture en tant que professeur. Sur ce qui te rend la plus fière, apparemment, c'est compliqué de choisir, mais ce serait de voir tes proches réussir, surtout de tes petites sœurs dont tu es super fière. C'est vrai? Ouais, oui. Mes petites sœurs, j'ai 3 petites sœurs que j'aime beaucoup. Je suis l'aînée, donc je pense la position d'aînée de la famille, c'est quand même particulier. Il y a différents enjeux en fonction, je pense, de ton origine sociale. Par la force des choses, tu te retrouves aussi à beaucoup aider les parents, donc dans les devoirs pour les enfants, dans les repas, dans emmener les enfants à l'école, etc. Donc moi, je suis trop fière d'elle, je les trouve incroyables. Et évidemment, ça me fait trop plaisir de les voir réussir. Et c'est une grande fierté pour moi. Elle, ce qu'elle a dit, c'est que pourquoi elle est fière de toi, parce que tu arrives à te frayer un chemin dans toutes les circonstances. Elle sait que ça n'a pas été facile pendant longtemps, mais elle est trop heureuse aujourd'hui que tu trouves un équilibre dans ce que tu fais. Et pour elle, tu fais partie des personnes qui transforment en or tout ce qu'elle touche. Oh non. C'est hyper mignon. Elle est trop mimi. Ah, ça me touche grave. T'es d'accord avec cette présentation? Je sais pas. En tout cas, ça me touche. Et merci. Tu peux tirer la première carte, à toi l'honneur, et tu peux nous dire le numéro qu'il y a dessus. 14. J'ai. Tu fais un petit pion. Comment tu es devenue collaboratrice parlementaire et prof de droit? Raconte-nous ton parcours. Alors, pour la partie prof de droit. En vrai, prof de droit, c'est plus un abus de langage parce que je suis pas vraiment professeure, je suis chargée de TD, donc enseignante en droit. Les professeurs, c'est ceux qui... donc, c'est soit des professeurs qui ont eu l'agrégation, par exemple, de droit, soit des maîtres de conférences qui ont fait une thèse, etc. Et qui donnent cours en CM, donc en cours magistral. Alors que les chargés de TD, c'est des doctorants. Enfin, souvent des doctorants. Quelquefois, ça peut être des avocats, mais en général, doctorants, c'est des gens qui sont en train de faire leur thèse. C'est ça, c'est des personnes qui sont en train de faire leur thèse, qui sont en train de faire un doctorat et qui donnent cours en petits groupes pour suppléer le cours magistral du professeur. Chargé TD, c'est un peu le parcours classique. J'ai fait une licence de droit, j'ai fait une double licence, un master de droit et après le doctorat. Donc là, tu es en train d'écrire une thèse. C'est ça. Ça, c'est droit public, c'est ça? Droit constitutionnel. Droit constitutionnel, droit public. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi le droit constitutionnel? Le droit constitutionnel, c'est une branche du droit public qui s'intéresse donc évidemment à la Constitution, qui est en France la norme suprême, qui est au sommet de la hiérarchie de toutes les normes. Donc tous les autres textes doivent être conformes à la Constitution. La Constitution, c'est ce qui va organiser les différents pouvoirs public, ce qui va organiser l'équilibre entre les différents pouvoirs. Et on trouve évidemment dans la Constitution les différentes déclarations de droits qui ont vocation à protéger les individus, quoi. Ouais, c'est vraiment les grosses règles du jeu en fait de la France. C'est ça, c'est les grosses règles du jeu de la France. Qui a le droit de faire quoi, qui doit faire quoi, et tout ça pour préserver un certain équilibre, pour s'assurer qu'in fine, on se retrouve effectivement dans une démocratie où c'est le peuple qui se donne à lui-même sa propre loi. Et en fait, ça a trop de lien avec ton travail de collaboratrice parlementaire, non? Oui, c'est ça, il y a exactement. C'est la transition parfaite. Il y a du lien avec... Je fais exprès. Ça, souvent, il y a des gens qui me disent, oui, comment t'as fait, etc. Mais c'est un petit peu par hasard, dans le sens où collaborateur parlementaire, c'est travailler pour un élu. Donc, ça peut être un député à l'Assemblée nationale ou un sénateur. Il y a différents types de collaborateurs parlementaires. Mais dans les grandes lignes, les missions du collab, c'est d'assister l'élu. Pour les députés, il y a un travail qui est partagé entre sa circonscription et l'Assemblée nationale. Donc la circonscription, c'est un découpage territorial composé de différentes villes où une personne va se porter candidate pour être élue et représenter ce territoire. Donc, et de temps en temps, elle doit aller là-bas, en fait. C'est ça, voir les gens, répondre à leurs questions et tout. Quand on vote législative, en fait, on vote pour justement ce député de notre circonscription. Exactement. Moi, en fait, je travaille à l'Assemblée nationale parce que moi, je travaille sur la partie légistique et argumentaire politique. La légistique, c'est la technique pour écrire des lois de façon claire, logique et cohérente. Rédaction de propositions de loi, de questions écrites, de questions au gouvernement, ou quand, par exemple, il va y avoir un média. Donc chercher des arguments, des chiffres, des arguments économiques, sociologiques, historiques, philosophiques, etc. pour appuyer une position politique, défendre une position politique. On ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière un élu, parce qu'évidemment, il est énormément sollicité, donc c'est impossible pour lui de tout réaliser lui-même. Et comment tu t'es retrouvée à faire ce métier-là, du coup ? Moi, je me suis retrouvée pas par hasard, parce que l'élu pour lequel je travaille, il est élu dans ma circonscription. Donc moi, j'étais à Grigny et je l'ai croisé à Grigny, à la médiathèque
devant la médiathèque. Et j'étais en master à cette époque. Je ne connaissais pas le métier de collaborateur parlementaire, mais on a échangé en fait sur des sujets politiques et on s'est bien entendu. Et quand j'ai terminé mon master, lui cherchait quelqu'un pour travailler sur son argumentaire politique, etc. Et moi, j'avais fini mon master. Donc, il m'a proposé de travailler pour lui et j'ai dit oui, quoi. Si quelqu'un, genre par exemple une personne qui est aussi en droit, qui nous écoute ou qui est en sciences politiques ou je sais pas quoi, et qui se dit ok c'est un métier qui pourrait m'intéresser, elle peut potentiellement contacter son élu. Oui, en gros, moi, je conseillerais de candidater par mail de façon spontanée, en donnant l'aide de motivation, CV, en mettant en avant ses engagements politiques, l'intérêt qu'on a pour les sujets que développe l'élu et sa motivation. Ok, let's go. Alors, numéro 18. Ouais, c'est moi. Vas-y. C'est quoi tes missions de collaboratrice parlementaire? En gros, ta journée type, elle ressemble à quoi? Le lundi, on a une réunion d'équipe où on va regarder l'agenda du député. Donc les différents rendez-vous qu'il va avoir, les différentes missions qu'il va avoir, que ce soit en circonscription ou à l'Assemblée nationale, les textes qui vont passer en commission des lois. Une commission des lois, c'est un regroupement de parlementaires, donc députés ou sénateurs, qui sont chargés d'approfondir des questions législatives. Donc en fonction des textes, des invitations médias qu'il va avoir, ça va déterminer mes tâches. Après, quand j'arrive à l'Assemblée, je regarde mes mails, je réponds aux mails et en général, je fais des fiches sur différents sujets liés à la sécurité, la justice, l'immigration, parce que c'est des thèmes qui sont en débat dans la commission des lois à l'Assemblée nationale et c'est la commission des lois dans laquelle le député pour lequel je travaille siège. Ok, à toi de tirer la prochaine carte. Ok. 8. Ah, c'est toi. C'est toi. Et c'est quoi? Quiz de l'experte. Ok. Quiz de l'expert, tu dois répondre de manière la plus concise possible Ok, je vais essayer. À quoi sert un député? Alors, un député, il sert à faire la loi, voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. Comment on dissout l'Assemblée nationale? Alors, c'est le président de la République qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est l'article 12 de la Constitution. Donc, il doit consulter les présidents à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais l'avis est consultatif. Donc, in fine, c'est lui qui a ce pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est quoi le 49.3? Le 49.3, c'est un article de la Constitution qui, en fait, laisse la possibilité au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte. En fait, l'objectif, c'est de faire passer un texte sans vote de l'Assemblée nationale, mais la conséquence derrière, c'est que le gouvernement engage sa responsabilité sur ce texte et que donc, les députés, s'ils ne veulent pas que le texte passe, vont devoir voter une motion de censure pour que le gouvernement démissionne, pour faire tomber le gouvernement. Et du coup, c'est quoi la différence entre une motion de censure et une motion de confiance? La motion de confiance, c'est à l'article 49, alinéa 1 de la Constitution. Et c'est différent parce que c'est pas à la suite d'un texte qui est déposé par le gouvernement et qui souhaite faire passer. C'est plutôt le Premier ministre qui, lorsqu'il est nommé, va demander la confiance de l'Assemblée nationale. En gros, c'est pour tester est-ce qu'il est validé, en voilà, fait. c'est Ouais, ça. okay. C'est pour savoir si, en fait, il est légitime, s'il est validé par l'Assemblée nationale. Et dernière question, pourquoi voter au municipal? En fait, ça peut changer quoi dans ma vie quotidienne d'aller voter au municipal? Alors, voter au municipal, c'est voter pour une liste avec une tête de liste. Donc, en général, c'est le maire. À l'échelle de la commune, il y a différentes compétences, notamment, par exemple, la petite enfance, la sécurité, la voirie. Pour, par exemple, la cantine, les écoles primaires, etc. Donc, les maires, ils ont des compétences en cette matière-là. L'action sociale. Donc, des personnes en vulnérabilité, en précarité, les personnes en situation de handicap, etc. Il y a des compétences qui sont dévolues à la commune pour traiter des problèmes politiques relatifs à toutes ces questions. Ok, donc c'est un peu ces sujets-là qu'on doit checker en fait quand on va recevoir là, les programmes, vu que les élections sont en mars. C'est un peu toutes ces questions-là qu'on doit regarder, voir ce que ça peut changer en fait dans notre vie. Ok, fini. C'était très clair. Ok. C'est à ton tour ou c'est à mon tour? Ah, c'est à moi, je crois. Vas-y. 1. Yes. Pourquoi le vote du budget, c'est la galère cette année? Quelles conséquences? Franchement, il y a de quoi décrocher. Parce que c'est très compliqué. Non, mais vraiment, c'est très compliqué. Encore plus cette année. Mais pour vraiment faire simple dans les grandes lignes, parce que sinon, je pense que je vais rentrer dans les tirades, c'est pas possible. Mais il y avait François Bayrou qui s'est soumis à un vote de confiance. Il n'a pas été validé. Il n'a pas été validé. Donc, le gouvernement a dû démissionner. Le gouvernement est tombé. À la suite de ça, donc, Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, comment dire Sébastien Lecornu, qui ensuite a désigné différents ministres pour son gouvernement. On a eu le temps de faire une petite nuit, on s'est réveillé, il a démissionné. Donc,
Il avait d'autres plans dans la vie. Vraiment, c'était assez surprenant, Ouais. on va dire. Ah, Assez l'ambiance choquant. à l'Assemblée, elle devait Ben, être j'ai jamais vu. Honnêtement, incroyable, en fait. inédit. Enfin, ouais, ça Inédit, devait être tout le monde en inédit. folie, en fait, là. Vraiment la folie. Et tout ça alors qu'il y avait la question du budget qui devait être voté. Donc c'est aussi pour ça que bon, on a essayé de trouver un autre Premier ministre. Enfin, on n'est pas concernés, hein, c'est Macron et voilà. Il a essayé de trouver un autre Premier ministre. Visiblement, ça a flop. Donc de nouveau un petit comeback de Lecornu. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a commencé à travailler sur le budget, avec un engagement de Sébastien Lecornu, par exemple, de ne pas utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Donc, de ne pas faire un passage en force, Donc, en de fait. ne pas faire un passage en force. Et surtout, c'est au regard des équilibres au sein de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale depuis 2022. Donc, c'est que des alliances, en fait. C'est que des alliances de circonstances. Et surtout, c'est des alliances qui sont un petit peu contre nature dans la mesure où les programmes politiques qui sont défendus par les différentes forces présentes à l'Assemblée nationale, c'est des programmes qui sont totalement antinomiques. Ouais. Et donc, on peut pas mettre d'accord, je veux dire, les deux bouts de l'hémicycle. Ouais, c'est à moi de tirer, là. Ouais. Je sais jamais qui c'est qui va tirer. 13. Tes études de droit, ça correspondait à ce à quoi tu t'attendais ou enfin justement tu t'attendais à quoi en fait? Quand tu arrives en droit le premier jour, c'était quoi ton but et est-ce que tu as atteint un peu le but ou pas? En fait, je m'attendais à rien. Je pense que j'avais pas vraiment réfléchi à ce qu'il y avait derrière. De base, moi, je voulais faire de la philosophie, mais bon, on m'a expliqué que en termes de débouchés, etc., c'était mieux d'ajouter quelque chose d'autre. Voilà, donc de base, je voulais pas vraiment faire du droit. J'ai fait une double licence. J'étais plus focus sur la philosophie. J'avais pas réfléchi à des choses spécifiquement, mais j'ai quand même été choquée. En fait, je m'attendais à rien, mais j'ai quand même été choquée, Oui. on va dire. J'ai été choquée par le niveau d'exigence. J'avais personne autour de moi qui avait fait des études supérieures, donc j'avais pas vraiment des retours d'expérience. J'ai tout appris sur le tas, quoi. Même les liens avec l'administration, par exemple, quand tu passes du lycée où tu as une certaine proximité avec les professeurs, avec le proviseur, et que d'un coup, tu es juste un numéro étudiant et que tu dois te battre pour obtenir un document qui a des conséquences directes, par exemple, pour avoir une bourse, pour avoir un logement, et qu'en fait, tu dois relancer 25 fois l'administration, tu sais pas comment faire, quel mail écrire, etc., comment te frayer un chemin dans ce labyrinthe. Et puis, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué au niveau de la nature même des études, parce que j'étais assez studieuse, comme je disais. Donc, par contre, j'ai eu mon bac mention très bien. J'avais pas vraiment de difficultés plus que ça au lycée. Et quand je suis arrivée à la fac de droit, mais vraiment, moi, la première fois que j'ai lu un arrêt, je me suis dit, mais je sais parler français. Ouais, c'est vraiment Et je langage. comprenais Ouais, c'est dur. pas. C'est vraiment dur. Et du coup, beaucoup de remises en question, beaucoup de peur, de crainte, etc. Tu peux tirer la prochaine carte. 10. C'est moi. Ça, t'en as combien? Moi j'en ai 2. Je vais pas prendre la conscience, parce qu'à tout moment... Ouais. Quelle galère t'as rencontrée pendant tes études? On t'a déjà fermé des portes à cause de ton milieu ou de tes origines? Alors les galères, je pense déjà les galères classiques d'étudiants, quand tu connais pas vraiment les études académiques. En fait, il y a des galères qui sont liées à différentes choses. Donc par exemple, moi je faisais mes études à Paris alors que j'habite à Grigny. Donc le RERD tous les jours, honnêtement, c'était trop cardio. Le RERD comme démon, comme démoniaque, c'est-à-dire comme jamais à l'heure, toujours des problèmes. Et vu qu'en droit, c'est assez rigide, Ouais, t'as genre droit à 3 absences ou je sais pas quoi, ouais. 15 minutes de retard maximum. Donc en fait, j'avais beaucoup de stress par rapport à ça. Et je me souviens d'un truc et j'oublierai jamais. Donc un jour, j'avais un CM. Donc un cours magistral, un cours en amphithéâtre. C'est ça, j'avais un cours magistral à 8h. Donc, c'est-à-dire que je devais partir de chez moi à 4h du matin. Non, j'exagère. Mais en gros, je devais partir de chez moi super tôt. Et du coup, j'arrive en nage, etc. à l'heure. Et c'était au Panthéon. Du coup, je sors du RERB. Et j'ai vraiment le Panthéon en face de moi. Et je marche comme ça. Et je vois un gars sortir juste d'une petite porte à côté, donc d'un appart, avec sa carte étudiante. Donc, en fait, je me suis dit, moi, j'en avais dit 1h30. Et lui, en fait, il a 2 minutes de marche. Et ça m'a trop choquée, en fait. Je me suis dit, il y a des gens qui habitent là. Mais ouais. Il y a des gens qui habitent là, entre le Panthéon et le Jardin du Luxembourg. Mais c'est quel genre de richesse? C'est pas possible. J'étais trop... Et ça, enfin, j'étais en L3, je crois. Et je me suis dit, waouh, ok. Donc, en fait, il y en a, c'est pas leur sujet, quoi. On n'a pas tous les mêmes réalités. Et on t'a fermé des portes et tout. La violence symbolique, oui. Honnêtement, Ouais. la violence symbolique, j'ai senti... Surtout le droit, c'est assez élitiste. Et en plus, plus tu montes
les années, moins il y a de diversité sociale. Il y a des références, par exemple, que j'avais pas. Et le problème, c'est pas tant de ne pas avoir de références, mais c'est plutôt qu'on te fait comprendre que parce que tu n'as pas ces références, tu es moins légitime et que les références que tu as, elles sont illégitimes. Donc, c'est une double violence. Parce qu'en réalité, c'est OK de ne pas avoir certains éléments, de ne pas avoir des capitaux qui te permettent de comprendre voilà, certaines références académiques, culturelles, etc. Mais à partir du moment où on te fait comprendre que si tu ne les as pas, tu vaux moins, c'est assez difficile, surtout quand tu es en minorité. C'est comme une fois, j'étais avec des étudiants, etc. Et ils commençaient à critiquer des musiques. Et moi, j'étais en mode, mais c'est des musiques que j'écoute. Ouais. En fait, le mépris, en fait. mépris de classe. Mépris de classe Et total. surtout, qu'est-ce que ça dit de ta valeur, en fait? C'est ça. Il y a beaucoup ce truc de culture légitime, culture illégitime, où on te fait comprendre que t'es pas à ta place parce que t'as pas la bonne paire, parce que tu t'habilles pas de la bonne façon. Ah, t'as pas lu... C'est ça, exactement. Tu connais pas Tu connais pas? T'as pas vu ce film? Faudrait se renseigner, hein, avec le E préposal à la fin, là. Mais ça peut être un petit peu violent, mais je pense qu'il faut se détacher de ça. Le truc, c'est que t'es pas au courant en arrivant que c'est ce qui va se passer. Et t'as pas connu cette violence avant, vu que t'es dans un milieu où on t'accepte pour ce que t'es de base. Moi, dans mon milieu social d'origine, on m'a jamais fait comprendre que ma manière de parler, ma manière de m'habiller et les musiques que j'écoutais, ça voulait dire que je valais moins que rien. Donc en fait, je m'attendais pas à subir cette violence-là. Et surtout, je pouvais pas mettre les mots sur ça. Moi, j'avais pas lu Bourdieu. Moi, c'est en master que j'ai lu Bourdieu. Ça veut dire que quand j'étais en L1, je ne comprenais pas, en fait, les mécanismes d'exclusion. Et quelquefois, tu peux même te poser la question de est-ce que c'est pas eux qui ont raison parce qu'ils sont en majorité, parce que c'est eux qui sont forts, c'est eux qui ont les meilleures notes, c'est eux dont les parents sont avocats, magistrats, etc. En gros, c'est eux qui ont réussi. Enfin, c'est à eux qu'il faut ressembler pour aspirer au même parcours. Surtout, on n'est pas en mission. On est là, on a terminé le bac, la vie franchement, premier bac de la famille, la Sorbonne, etc. Moi, mes parents, fallait voir. Ouais. C'était l'avocate. Mais voilà, ouais. c'était vraiment l'avocate. Alors, j'avais même pas encore fait mon premier CM qu'on appelait déjà la famille pour dire que c'était l'avocate. Non, mais il y a aussi ça. Ça veut dire que toi, tu rentres chez toi, on t'appelle la présidente. Ouais. Mais quand t'es là-bas, en fait, on t'appelle pas la présidente. C'est clair. On t'appelle même pas, en fait. On te regarde pas, en fait. Donc, c'est aussi cet équilibre où t'as l'impression d'être dans une dissonance, où il y a des gens qui comptent sur toi, des gens qui ont l'impression que t'es quelqu'un parce que t'es arrivé, enfin, t'as réussi à atteindre un certain niveau. Enfin, par exemple, les personnes qui viennent de milieux populaires et qui obtiennent un bac plus 5, moi, quand j'étais en L1, c'était 6%. Aujourd'hui, c'est 12%, selon l'Observatoire des inégalités. Mais 12%, c'est pas la folie, les amis. Ouais. C'est pas du tout la folie. Il y a encore beaucoup de travail à faire. À qui le tour de te tirer C'est à toi. Ouais, c'est à toi, je crois. 6. Putain, attendez, j'ai dit 6. J'ai mis l'intention en espérant que ce serait moi, mais non. Ok, bah, on va en discuter de toute façon un peu de ça, mais quand on veut, on peut. Toi, tu y crois ou pas? Non, mais j'y crois pas du tout. La méritocratie, quand on veut, on peut. Non, fake news. J'avais eu un cours en master de philo avec Chantal Jacquet sur la trajectoire transclasse, qui est une philosophe incroyable, qui elle-même a connu une trajectoire transclasse. Donc ça veut dire qu'elle est passée d'une classe sociale à une autre classe? C'est ça, elle est passée d'une classe sociale à une autre classe. Un transclasse, c'est une personne qui change de classe sociale. Elle peut avoir une trajectoire ascendante ou descendante. Et en fait, elle expliquait que déjà, rien que sur la formule, avant d'aller sur le fond, quand on veut, on peut. Pour vouloir, il faut pouvoir. Et si tu sais pas qu'il y a des choses qui existent, comment tu peux le vouloir, en fait? Ouais, c'est clair. Tu ne peux pas vouloir quelque chose dont tu n'as pas la connaissance. C'est comme par rapport aux études, etc. Moi, j'ai pu faire une double licence parce que j'avais une professeure qui m'a expliqué que ça existait. Ouais. Mais je suis dans une association qui s'appelle Cité des Chances, où on se bat contre le manque d'information et l'orientation subie, et où justement, on voit qu'il y a des élèves qui sont en terminale qui ne connaissent pas Sciences Po. Donc en fait, je peux pas dire à un étudiant « Ah, mais en fait, il fallait le vouloir, t'aurais pu », alors que la personne, elle connaissait même pas l'existence de quelque chose. Et surtout, dans une société qui reproduit les inégalités, qui reproduit les systèmes de domination, il n'y a pas de place pour que le travail permette d'arriver à une certaine classe sociale. Déjà, je pense qu'il faut arrêter de voir les parcours d'ascension. Genre les success stories, voilà. Un peu comme on appelle ça, ouais. Comment dire de manière claire. Pas axiologique, mais en gros d'un point de vue, du point de vue du bien et du mal. Par exemple, si tu viens d'un milieu populaire et que tu accèdes à une classe sociale plus élevée, ça veut dire que c'est forcément bien. Et si tu viens d'un milieu plus bourgeois et que tu subis un déclassement, ça veut dire que c'est forcément mal. Parce que tu peux tout à fait... c'est pas ça qui te définit, c'est pas ta classe sociale qui te définit en tant que personne. Tu peux tout à fait connaître une trajectoire sociale ascendante et devenir une personne horrible
une personne qui n'a pas de valeur et je peux tout à fait connaître une trajectoire sociale descendante et être une personne super. Donc déjà ça, les parcours d'ascension sociale, ils sont instrumentalisés pour conforter un système inégalitaire. Donc en fait, on va utiliser ces parcours-là comme des faire-valoir pour dire, regardez, si lui, il a réussi alors qu'il vient d'un milieu pauvre, qu'il vient d'un milieu populaire, c'est bien que tout le monde peut y arriver. Et si il suffit de travailler pour y arriver, si la réussite, je mets de gros guillemets, elle dépend uniquement du bon vouloir des individus, l'État n'a pas à s'occuper. L'État n'a pas à s'occuper de gérer les questions d'inégalité, n'a pas à mettre en place des politiques publiques pour lutter contre les discriminations et les inégalités. Donc en fait, utiliser les parcours transclasses en saupoudrant tout ça de méritocratie, ça vise à une seule chose, à conforter un système qui est inégalitaire. Et par ailleurs, ces parcours transclasses-là, parce qu'il faut le dire, ils existent. Ils existent, même s'ils sont minoritaires. Mais pourquoi ils existent? Pas parce que les personnes, elles ont simplement travaillé pour y arriver. Parce que, et c'est ce que Chantal Jacquet explique par exemple, c'est des parcours aléatoires qui dépendent de ce qu'on appelle ça comme on veut, de l'aléa, du destin, de voilà. Mais c'est des personnes qui vont rencontrer des gens. Un prof qui va parler d'une double licence, qui va te relire ta lettre de motivation pour le master, des trucs comme ça. Quoi. Exactement. Et c'est souvent la figure du professeur, par ailleurs, qui a un impact sur les trajectoires transclasses. Donc, il va apporter un soutien économique, en fait, qui va mobiliser ses propres capitaux pour aider la personne qui ne dispose pas de capitaux. Donc, c'est pas uniquement parce que la personne, elle a travaillé qu'elle a réussi, c'est parce qu'elle a eu la chance de tomber sur une personne qui lui a ouvert des portes qui lui sont normalement fermées à un moment donné. Quand on dit quand on veut, on peut, il suffit de travailler pour y arriver, ça suppose aussi que tous ceux qui n'y arrivent pas n'ont pas travaillé. Au contraire, si je prends par exemple le cas des études supérieures, il y a beaucoup d'étudiants qui sont contraints d'arrêter leurs études parce qu'ils doivent travailler, multiplier les jobs alimentaires pour pouvoir payer leurs études, payer leur loyer et se nourrir. Donc en fait, elles travaillent même plus que des personnes qui réussissent de base parce qu'elles peuvent compter sur leurs parents, sur un matelas financier pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Même quand on arrive à dépasser certains plafonds de verre, je prends encore l'exemple des études, donc par exemple on arrive à passer Parcoursup, obtenir une licence, etc. Il y a encore un échelon au niveau du master, et il y avait une étude qui est sortie en 2022 ou 2023, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'Observatoire des discriminations et de l'égalité dans le supérieur, qui expliquait que les étudiants qui avaient un nom à consonance maghrébine avaient 11 fois moins de chances d'obtenir une réponse dans le cadre de leur démarche, dans le cadre de leur démarche pour obtenir un master. Donc ça montre bien que tu passes des étapes, mais tu te retrouves toujours face à un plafond de verre. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est pas parce que tu n'as pas travaillé, c'est parce que juste à cause du nom que tu as, tu vas avoir moins de chances d'obtenir un master. Et pour les masters les plus attractifs, ça montait jusqu'à 15% pour le droit, l'économie, la gestion, etc. Donc en fait, à compétences égales, en fonction du lieu où tu habites, en fonction du prénom que tu as ou du nom que tu as, tu ne vas pas avoir les mêmes chances d'obtenir un master. Et ce n'est pas lié au travail que la personne a fourni. Ça dépend ça dépend des politiques qui sont mises en œuvre. Donc stop, en fait. Les gens qui ne réussissent pas, parce que c'est une vision aussi de la réussite qu'il faut, je pense, déconstruire. C'est pas des fainéants, au contraire, c'est des personnes qui travaillent 2 fois plus, mais à qui, en fait, on laisse pas la chance d'y arriver parce qu'elles sont prises dans des conditions matérielles d'existence qui sont trop difficiles. Et ça, c'est inadmissible. Voilà. Parce que ça m'énerve, des trucs comme ça. À qui le tour de te piocher? C'est à moi, je crois. Vas-y. 3. Oh my God. Je crois que tu vas gagner, en fait. Il y a un monde où je gagne. Je suis hyper mauvaise joueuse, par contre. C'est horrible. T'as déjà eu l'impression de devoir changer pour être validée? Bah oui, à la fac, oui. Quand je passais de Grigny au 5e arrondissement de Paris, un monde, il y avait pas de... En fait, il n'y a vraiment pas de mixité sociale, c'était en double licence, donc c'était une procédure très sélective où il n'y avait que 60 étudiants. Forcément, c'était que des personnes qui avaient de très très bons résultats. Et de manière générale, plus tu avances dans les études et moins tu as des enfants d'ouvriers, par exemple. Tu te rappelles d'exemples, genre des trucs genre... que tu aurais écouté, tu te serais forcé à lire, ou même des fringues que tu te serais un peu forcé à acheter? En fait, j'ai jamais fait ça parce que le fait de me sentir un petit peu à l'écart... Après, j'ai trouvé quelques amis, déjà, qui étaient incroyables. Dédicace à mes copines, Alexandra, Cécile, Mélodie. Je suis trop chiante.
Mais en fait, j'ai jamais essayé de me conforter, Ouais. parce que dans tous les cas, j'avais pas les moyens. J'avais pas le temps d'essayer de me créer un masque, d'essayer de m'inventer une vie, d'essayer de changer ma manière de parler, ma manière de m'exprimer. Et par ailleurs, j'étais attachée à ça, parce que je suis très fière d'où je viens. Par contre, c'est vrai que je me suis pas trop intégrée. Donc, je me suis pas fait énormément d'amis, j'ai pas parlé à énormément de personnes, j'étais beaucoup dans mon coin. Je sais que j'étais à chaque fois que, enfin, par exemple, les groupes de classe, souvent je les quittais, j'allais pas boire des verres. On va boire un verre, 5 euros le verre, 5 euros c'est un grec en fait. Moi, je vais pas boire un verre à 5 euros. Non, mais c'est pas possible. Je mens. Donc moi, Ouais. j'étais sous RERD, dernier RER, 22 heures. Donc en fait, c'est réglé. Ouais, Dès que c'est les clair. cours étaient terminés, je rentrais chez moi. Donc oui, j'étais plus de passage, quoi. Ok, Non. donc là, c'est à moi. 9. Toi qui vois la politique de l'intérieur, qu'est-ce qui te révolte le plus aujourd'hui? Alors pour faire une réponse courte, parce qu'il y a tellement de choses qui me révoltent. Je pense que quand on est engagé politiquement, très souvent, le moteur de l'engagement politique, c'est le fait de ne pas pouvoir supporter le monde dans lequel on vit. C'est quand on ne supporte pas la structure du monde actuel, on ne supporte pas les inégalités, on ne supporte pas la violence que certains subissent de façon totalement injuste, qu'on a envie de se mettre en mouvement. Moi, là, si je pourrais dire une chose, c'est pour parler de l'Assemblée nationale, c'est le niveau de déconnexion des personnes lorsqu'elles prennent des décisions politiques. Elles ne se rendent pas compte à quel point ça va avoir un impact direct sur la vie des gens. Eux, ils appuient juste sur un bouton. Voter, c'est ça, c'est appuyer sur un bouton. Mais derrière, les conséquences, quand par exemple on réduit des aides de l'État, je sais pas, on réduit par exemple de 5 euros, derrière, c'est des familles entières qui vont pas pouvoir manger. Ou même la manière de traiter par exemple le personnel de l'Assemblée nationale. Moi, ça, c'est... En fait, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est un truc, ça me rend vraiment dingue. La manière dont certains élus, parce qu'ils sont élus, se croient tout permis, se sentent en position de domination et jouissent en fait de cette position pour asseoir leur supériorité, ne pas dire bonjour. Ouais. Voilà, du mépris de classe, ne pas dire bonjour, les règles de politesse qui ne sont pas respectées, croire que tout est dû en fait. Et même les personnes qui s'occupent du ménage à l'Assemblée nationale, parce que j'ai fait une vidéo là récemment sur ça, qui sont dans une situation où il y a de la sous-traitance et qui travaillent dans des conditions horribles, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qui doivent nettoyer je ne sais combien de bureaux en très très peu de temps. Les conséquences pour leur physique, elles sont très difficiles. Des maux de dos, des difficultés aux poignets, fatigue extrême, des maladies, parce elles travaillent avec des produits qui peuvent être... voilà. Et il n'y a aucune reconnaissance pour ces métiers-là. C'est des métiers qui sont extrêmement pénibles, qui sont invisibles, parce qu'on ne les voit pas, hein, les femmes à l'Assemblée nationale. On arrive dans nos bureaux ils sont tout propres, mais on ne les voit pas. Et on voit les dorures. À l'Assemblée nationale, il y a un pressing, il y a un médecin, il y a un coiffeur. Oui. Genre, t'as un mal à la gorge, tu vas voir le médecin et tout? Il te fait Mais une oui. ordonnance. Mais en fait, c'est tellement facile de se déconnecter. Il y a un coiffeur? Attends. Il y a un coiffeur, il y a un pressing, il y a un coiffeur, il y a un médecin, il y a des bornes pour retirer de l'argent, il y a des bornes pour... Et moi, ça me choque barre. Il y a des bornes pour mettre à jour sa carte vitale. Mais c'est une société à part entière. Mais c'est une société à part entière. En fait, il y a un hôtel, il y a des douches, bien sûr, il y a une salle de sport. Donc en fait, il y a un niveau de déconnexion ici qui... Tu peux tout à fait t'enfermer et ne pas être dans la vie réelle, quoi. C'est un niveau qui est... Enfin, j'ai même pas les mots. C'est à mort. Mais j'ai l'impression que c'est toujours toi qui tire. Non. 17. Tes 3 conseils pour se forger son propre avis sur la politique. Suivre l'actualité. En fait, observer le monde. Observer le monde dans lequel on vit et avoir un esprit critique. Aller vérifier si c'est bien la réalité. Aller vérifier si il n'y a pas plus de complexité autour d'un sujet, etc. Toi, tu t'informes sur quoi, par exemple? Genre, un peu de tout. Un peu de tout, mais avec beaucoup de recul. Ouais. En fait, vu que je fais de l'argumentaire politique, il faut bien que je sache ce que les gens disent pour pouvoir contrer ou confirmer ou pas un argumentaire. Mais après, de manière plus générale, l'humanité, je regarde, le street press, Blast, Pure Politique, ce genre de choses. Je pense qu'aussi un bon moyen de s'engager politiquement, c'est d'intégrer des associations. Je pense que c'est un échelon qui est peut-être plus propice à l'engagement, plus accessible dans un premier temps. Quand j'ai intégré la fac et que je me suis rendu compte un petit peu des asymétries, des différentes inégalités en fonction du milieu social, et que je me suis dit, j'aurais trop aimé qu'on me le dise, j'ai intégré une association qui s'appelle Cité des chances, qui lutte pour l'égalité des chances, contre l'orientation subie notamment, et dont l'objectif est de démocratiser la démocratie en quartier populaire pour donner les billes d'analyse à toutes les personnes qui viennent de banlieues, de quartiers populaires, pour s'intéresser à la politique. Et il y a par exemple un système de mentorat qui est mis en place pour que des personnes qui ont déjà fait des études supérieures
ou qui sont à un niveau d'études assez conséquent puissent suivre un étudiant qui vient d'entrer à la fac. Et ça, c'est déjà une forme d'engagement politique, par exemple, et aussi en fonction de ses intérêts propres, de ses sensibilités. Si, par exemple, voilà, tu t'intéresses beaucoup à la cause animale, tu peux intégrer une association en lien avec ça, quoi. Je suis d'accord, grave d'accord. À moi. 2. Oh, c'est moi. Mais c'est pas possible. Mais c'est une dinguerie. Debunk Express. Plus ou moins répondu, mais en gros, tu dois dire le plus vite, enfin, vrai, faux et genre une phrase, ok, pour débunker des clichés que je vais te donner. Les jeunes des quartiers populaires, ils bossent pas à l'école. En fait, je sais même pas comment débunker ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent de milieux populaires qui considèrent l'école comme un moyen d'émancipation, mais il y a aussi des fois la réalité matérielle qui te rattrape. Et il y en a qui vont décider de arrêter leurs études pour pouvoir se lancer sur le marché de l'emploi plus rapidement parce qu'ils doivent faire face à des difficultés économiques, tout simplement. Donc ça, je pense que ça peut être un premier élément de réponse. Mais de manière générale, enfin, je vois pas pourquoi les jeunes, en fonction de leur milieu social, aimeraient moins ou plus l'école. La question, elle se pose plutôt sur les pédagogies, sur les manières d'enseigner et sur les conditions matérielles qui entourent certaines personnes. Évidemment, si tu disposes de plus de capitaux, si tu as été habitué, sensibilisé à la culture légitime très tôt, tu vas plus facilement te fondre dans les attendus académiques et dans les attendus scolaires. Le droit, c'est un truc de bourgeois. Je pense pas que le droit en tant que tel, c'est quelque chose, enfin, c'est un truc de bourgeois. Pas du tout. C'est une discipline qui est extrêmement intéressante et qui concerne tout le monde. Et en réalité, je pense que les personnes qui viennent de milieux précarisés devraient s'intéresser au droit parce qu'elles sont directement concernées par des difficultés. Et enfin, c'est une arme de connaître ses droits. Par contre, oui, il y a un système de sélection académique qui fait que, de manière générale, les personnes, en fonction de leur origine sociale, vont avoir moins de chances d'avoir un bac+5, mais c'est pas lié à la matière en soi. Et les politiques servent à rien. Je comprends que certains... je comprends que certains disent ça, mais il y a Rachel Keke, que j'aime trop, qui est ancienne députée du 94, qui des fois aime bien mettre des coups de pression, et qui dit si tu t'intéresses pas à la politique va s'intéresser à toi. La politique, au sens électoral, Assemblée nationale, le vote, etc., c'est un des outils qui est à notre disposition pour essayer, à notre échelle, de faire un petit peu changer les choses, d'être dans un monde plus égalitaire, dans un monde plus juste. C'est un des moyens d'action. Évidemment, des fois, on a l'impression que ça va pas assez vite, que c'est pas suffisant. Il y a des vraies limites, mais je pense que ça a conjugué avec d'autres formes aussi d'engagement et de militantisme. Être dans des associations, être dans des formes d'activisme politique, faire des manifestations. Enfin, il y a différentes manières de faire de la politique. Et pour moi, mettre la pression sur des élus, sur des parlementaires, c'est aussi une façon de faire de la politique. C'est à toi, c'est pas à moi. 11. Mais j'ai trop de chance. Vous voyez? Ça, c'est les parcours aléatoires. J'ai trop de chance. À l'Assemblée nationale, tu choisis qui pour déjeuner? Mon chef, Antoine Léaumont. Ok, pour te détendre. Pour me détendre, mes collègues. Okay. Mes collègues, ils sont des barres de rire, je les aime trop. Pour apprendre des trucs, t'inspirer? Pour apprendre des trucs, et je dirais les administrateurs de l'Assemblée nationale. C'est des fonctionnaires qui travaillent à l'Assemblée nationale, qui sont chargés de rédiger par exemple des rapports parlementaires, de produire des notes sur des sujets bien spécifiques, d'aider à la confection de propositions de loi, rédaction d'amendements, etc. Si t'as une galère avec ce que tu dois faire, tu peux aller les voir. Exactement, et ils sont trop forts. Tu choisis qui pour travailler studieusement? Travailler studieusement, personne. Je vais dans mon coin à la bibliothèque de l'Assemblée toute seule. Elle est incroyable, elle est magnifique. Pour demander des conseils? Pour demander des conseils, si c'est des conseils politiques, des députés. Les députés, Antoine, Manuel Bompard, pardon. Voilà. Et de manière générale, des collaborateurs parlementaires. Ouais. Et pour, tu choisis qui pour admirer les outfits? Cybèle, qui est collaboratrice parlementaire, qui s'habille trop bien. À ton tour. À mon tour, ok. Alors, hop, 19, il ne reste que 16. J'espère que je vais la voir. C'est possible, tout peut basculer, il reste encore beaucoup de cartes. Alors, c'est moi. Pourquoi tu as voulu te lancer sur les réseaux sociaux? C'est quoi les retours qui t'ont le plus marqué? Parce que ça fait pas très longtemps en fait que tu es sur les réseaux. Non, ça fait 1 an, je pense. 1 an. Ah oui, déjà, je consomme beaucoup les réseaux sociaux.
Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à créer du contenu. C'est parce que mon temps d'écran, il est catastrophique, quoi. Ah Temps d'écran- Bah, chacun sa béquille. Bah oui, en vrai. Moi, je Bon, fume fais pas, je jamais, en bois pas, vrai. j'ai le droit d'avoir un peu des réseaux. Bien sûr. Donc je suis beaucoup l'actu. Après, je vais pas mentir, je sais pas que ça. Ouais. Je suis aussi Oui, beaucoup oui. je scrolle De beaucoup des fou. vidéos mignonnes, Ouais. des trucs drôles et tout, parce que je trouve, enfin, je sais pas, c'est un IRF. Ouais. Donc moi, pendant mes premières années, il y avait pas, j'avais pas vraiment TikTok. Et TikTok, je trouve que c'est trop intéressant pour avoir des informations. Et par exemple, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font du contenu autour de leurs études, qui font des vlogs, études en droit, qui donnent des conseils aux étudiants, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que quand j'étais étudiante, j'aurais trop aimé avoir quelqu'un en master, par exemple, qui explique ce que j'aurais aimé savoir en L1 de droit, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et je voyais aussi souvent des étudiants en L1 qui posaient des questions, donc qui prenaient leur calme et qui disaient oui, je galère trop à faire ma dissertation, est-ce que vous avez des tips, etc. Et moi, je disais en commentaire mes différents tips. Sauf que, en fait, c'était chiant. Tout le temps faire en commentaire. Du coup, un jour, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Ça se fait comme ça. Et ensuite, je renvoyais la vidéo. Des fois, je faisais des lives conseils en droit. Parce que tu proposes aussi de corriger des copies, une copie par semaine, c'est ça? C'est ça. Mais ça, je l'ai fait récemment. Mais c'est parce que Trop justement, bien. il y a tellement de personnes, d'étudiants qui m'envoient leurs copies en DM et j'ai pas le temps, malheureusement, de corriger tout le monde. J'aimerais trop, mais j'ai jamais les étudiants. C'est trop cardio, plus le taf, plus la thèse. Non, c'est pas possible. Et le RERD. Et le RERD. J'ai pas le temps. Du coup, je propose de corriger une copie que je choisis au hasard. Je fais une vidéo et l'objectif, c'est que ça puisse servir au plus grand nombre, que les personnes puissent comprendre voilà, les axes d'amélioration, les points positifs, les points un petit peu moins forts pour pouvoir s'améliorer et réussir. Et après, quand je faisais des lives et j'expliquais que j'étais aussi collaboratrice parlementaire et que les gens connaissaient pas le métier, ils me disaient mais ça veut dire quoi et tout. Enfin, nous, on comprend pas ce que c'est, donc je pourrais faire des vlogs. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à faire des vlogs, vu que c'est un métier qui est assez politique, qui est en adéquation, normalement avec tes valeurs et les choses que tu défends. J'ai l'occasion de donner aussi mes positions sur certains sujets. Et du coup, pour les étudiants en droit, les messages que je reçois, c'est merci, tu m'aides beaucoup et tout. Ça me fait super plaisir parce que c'est l'objectif de ce que je fais, c'est pouvoir donner de la force aux étudiants en droit. J'ai l'impression, c'est ce que je disais, j'ai l'impression que c'est un peu thérapeutique pour moi. J'essaye en fait d'être la personne que j'aurais aimé avoir quand j'étais en L1 et ça soigne la Suline de L1 en fait. Ils m'ont soigné mes traumas. Et du coup, ça me fait trop plaisir parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça me guérit un peu. C'était super dur pour moi les études de droit et ça me fait du bien, quoi. Et par rapport aux vidéos plus politiques, on va dire, que je fais, c'est plus par exemple les messages de parents. Ça me touche trop, ouais. Genre, Des parents qui disent, par exemple, ça m'a énormément touchée, et qui me racontent un petit peu leur parcours. En fait, moi aussi, par exemple, je suis immigrée, j'ai eu des enfants en France, mes enfants, ils ont subi telles difficultés, mais ça fait plaisir de voir une jeunesse qui lâche pas, qui me donne en fait de la force, qui me donne du courage en expliquant leur parcours. Ça me touche énormément parce que j'ai l'impression d'être validée par les anciens, quoi. Ouais. Et c'est un peu la validation que je sais pas, que tu as envie d'avoir, des personnes qui te ressemblent. Tu te dis, je fais pas trop de bêtises si les gens qui me ressemblent, ils sont d'accord avec ce que je dis, quoi. Ouais, et que j'ai pas l'impression de les trahir, en fait. Trop bien. C'est à moi ou c'est à toi? Mais je crois que c'est à moi. Ouais, je crois que c'est à toi. Ah non, non, ah bah si, non. Attends, mais c'est moi qui ai la carte, donc c'est à toi, non? Ah ouais. Si, c'est moi qui ai la carte. J'espère que t'as pas le... 7. Le truc que t'aurais aimé qu'on te dise au moment de choisir ton orientation. Mais c'est plus sur les modalités de validation académique en fonction de chaque faculté. Okay. Parce qu'en fonction de la fac dans laquelle tu es accepté, tu vas par exemple avoir des rattrapages ou pas avoir des rattrapages, avoir la compensation entre différentes matières ou pas avoir la compensation entre différentes matières. Tu vas avoir par exemple le ramassage aléatoire ou pas de ramassage aléatoire. Et c'est plein de petites choses auxquelles tu ne penses pas forcément, mais qui vont avoir un impact significatif sur ta manière, sur tes études, parce qu'en fonction de la fac dans laquelle tu es, avec les mêmes résultats, tu vas valider ou ne pas valider. Par exemple, une fac dans laquelle il y a la compensation, donc c'est un peu technique et tout, mais... En gros, si dans une matière, tu as 8 et dans l'autre, tu as 12, exactement. C'est bon, ça te fait 10, tu passes. Tu passes, alors que s'il n'y a pas la compensation, tu dois avoir 10 à toutes les matières pour passer, sinon, tu ne passes pas. Et s'il n'y a pas de rattrapage en plus, tu n'as pas de rattrapage, donc tu ne valides pas. Donc avec les mêmes notes aux mêmes matières dans deux facs différentes, tu vas ou valider ton année ou pas valider ton année. Ouais. C'est un peu niche. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie parce que... Mais je pense que c'est important de le savoir, quoi. Ouais, et en fait, ce serait bien qu'il y ait une fiche, genre au moment où tu choisis, où tu sais un petit peu à l'avance. Moi, tout ce qu'on pensait, moi je me rappelle, tout ce qu'on pensait, c'était trop bien. Les vues, ouais, tout. Et en vrai, c'est trop pratique. Tout ce qu'on pensait. Ouais, c'est clair. C'est à moi. Ouais. Alors. Tellement too much. J'ai gagné.
Bravo Suline. Merci. Bravo, tu as gagné le livre qu'on n'a pas encore reçu. Je Mais suis dès trop qu'on le contente. reçoit, on te le donne. Ah, ça, On viendra à l'assemblée te le déposer en vrai. incroyable. En main propre. Ben, franchement, Ouais. avec plaisir. Mais quand vous voulez. Intéressant. C'est quoi du coup ta dernière Ah bah oui, question parce que je suis trop d'émotions. Aujourd'hui, tu te sens à ta place. Ah bah c'est une bonne question. Aujourd'hui, tu te sens à ta place. Aujourd'hui, tu te sens à ta place. Oui. Je vais dire oui. Enfin, je pense que la question de la légitimité, c'est une question qui est jamais aboutie, qui est jamais solutionnée. Je suis dans une association, comme je disais, qui s'appelle Cité des chances, et dont la devise, c'est tout le monde est légitime, tout le monde est capable. Et donc, on intervient dans des classes de lycées qui sont dans des quartiers populaires, et on leur dit tout le monde est légitime, tout le monde est capable. Et des fois, tout le monde est légitime à faire de la politique, à prendre la place dans le débat public, à donner son avis, etc., quelles que soient les origines sociales que tu as. Et des fois, avec les intervenants, les autres bénévoles qu'on sort de la classe, on est en mode, on leur a dit ça, mais même nous, on se sent pas légitime, en fait. Ouais. Il y a des moments où tu te sens plus légitime que d'autres. Il y a des fois où tu te sens pas légitime, mais ça doit pas être un frein. Ça doit pas t'empêcher à faire les choses. Par exemple, moi, ici, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter et tout. Bah, Et je me suis dit, mais moi, j'y vais alors quand même, tu vois. Oui, j'en ai fait des couleurs parlementaires. Et voilà, parce qu'il y en a qui se posent pas cette question. Il y en a qui se posent pas du tout la question de la légitimité, qui se sentent vraiment à leur place, Ouais. qui sont très ancrés. À aucun moment, on remet en question le fait qu'ils soient là, alors que c'est pas forcément ceux qui ont raison. Bah, Donc, merci beaucoup en voilà. tout cas d'être venu, ça me Mais fait trop merci à plaisir. toi, ça me fait trop plaisir. Franchement, je suis honorée d'avoir fait ce premier épisode avec toi. Bah, Je ça me suis fait trop de plaisir. extrêmement prêt tes contenus. Mais c'est Allez moi suivre qui suis sur les réseaux. honorée d'être là. Franchement, c'est trop bien. Hello. Voilà, chose promise, chose due à l'Assemblée. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode sur le Rassemblement National avec Christophe-Cécile Garnier qui est journaliste chez Street Press. On a besoin de votre soutien pour faire connaître cette émission, donc commentez, partagez, abonnez-vous et dites-nous en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou alors les personnes que vous aimeriez qu'on invite. À bientôt.